Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur Americold. Dans la première vidéo, on s'est introduit à l'entreprise. On avait déjà vu Linéage par le passé, donc même modèle d'affaires, des entreprises très similaires. On veut s'intéresser à l'industrie des entrepôts à température contrôlée. Et dans ce module-ci, on va commencer notre analyse financière sur l'entreprise. La première étape, on doit sélectionner un modèle d'évaluation. Et moi, j'ai choisi de calculer le FCFF sous une forme d'annuité. Donc, on va essayer de trouver un FCFF en temps normal. On va lui ajouter une année de croissance et on va diviser par le coût du capital moins le taux de croissance. Donc, si vous regardez à la droite, ce qu'on va essayer de faire dans notre évaluation financière, on va commencer par le bénéfice opérationnel. Ensuite, on va enlever les taxes. Dans ce cas-ci, ça ne sera pas tant un problème parce que les fiducies de placement immobilier ont un avantage fiscal. Ensuite, on va rajouter la dépréciation et l'amortissement. Dans ce cas-ci, il va y avoir une certaine variante, encore une fois, pour les fiducies de placement immobilière. Ensuite, on va soustraire le CAPEX, les dépenses en capital, que ce soit physique ou pour les acquisitions. Et on va soustraire les variations pour le fonds de roulement, ce qui va nous donner nos FCFF. Donc ça, c'est vraiment la première étape qu'on va faire. Et par la suite, on va venir trouver la croissance estimée pour les flux de trésorerie de l'entreprise et on doit également accorder le risque de ces flux de trésorerie dans le temps. Donc, ça va être notre troisième étape. Donc, si je résume, on trouve les flux de trésorerie libres à l'entreprise. Ensuite, on estime la croissance de ces flux-là à travers le temps et finalement, on détermine à quel point ces flux sont risqués. Donc, c'est nos trois étapes pour arriver à la valeur de l'entreprise. Le choix du modèle s'explique notamment parce que Americold est une fiducie de placement immobilière et donc elle doit, au titre de la loi, distribuer au moins 90% de son taxable income en dividendes, ce qui va faire en sorte que la valeur de l'action va reposer directement sur la capacité de l'entreprise à générer du cash flow qu'elle peut distribuer. C'est pour ça que les FCFF captent la vraie capacité de distribution. Donc, commençons dès maintenant avec notre première étape qui sont les free cash flow to firm ou flux de trésorerie à la firme. Et la première étape, c'est les ventes. À l'écran, vous pouvez voir les ventes sur les 5 dernières années. Et si vous regardez la dernière rangée en bas, notamment au cours des 3-4 dernières années, on peut voir que les ventes de l'entreprise sont relativement stables. Right? On est à 2 milliards 700 millions en 2021 et au cours des 2023-2024, on est à 2 milliards 673 millions, 2 milliards 666 millions et au cours des 12 derniers mois, 2 milliards 620 millions. Donc, pas vraiment de croissance en ce moment dans l'entreprise. L'industrie en général est au ralenti et donc ça va être sensiblement notre point de départ. Pour trouver un point de départ, il y a quand même une différence notable que j'ai remarquée chez Americold par rapport à Linéage. Et on voit que le taux d'occupation des entrepôts chez Americold a été relativement stable à travers le temps sur la période, donc autour de 80%. Alors que chez Linéage, on avait un taux d'occupation qui était beaucoup plus élevé. Et puisque l'industrie a ralenti quelque peu, on revient à ce niveau de 80-82%. Donc, si on se souvient bien, chez Linéage, on avait estimé que dans le futur, en temps normal, le taux d'occupation recouvrerait vers 83-85%. Chez Americold, on ne pourra pas faire la même justification, justement parce que son taux d'occupation semble être relativement assez stable à travers le temps. Et j'ai fait le même exercice et j'ai pris les ventes de Americold et j'ai divisé par le nombre d'entrepôts à sa disposition. Et on arrive avec un chiffre d'affaires par entrepôt d'environ 11 350 000 $ pour chaque entrepôt. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en ce moment, les ventes par entrepôt d'Americold
sont plus élevées que celles de Linéage. Linéage a plus d'entrepôts, mais pour chaque entrepôt, il semble que Americal génère des ventes supérieures, donc peut-être une meilleure efficacité au niveau des ventes. Ce qui va faire en sorte que notre point de départ au niveau des ventes va être 2 645 millions et on arrive à ce chiffre-là en prenant les ventes par entrepôt multiplié par le nombre d'entrepôts. Donc ça va être notre point de départ et le 2 645 millions. C'est assez proche de ce qu'on a vu 2024, 2023, dans les 12 derniers mois. Donc je pense que c'est un point de départ assez logique pour notre évaluation. Au niveau de la marge brute, le premier graphique que vous pouvez voir à l'écran, on remarque qu'au cours des dernières années, Americal a vraiment pu rattraper Linéage au niveau de la marge brute. Mais il y a une explication derrière. L'explication est que le mix opérationnel d'Americal a changé au cours des dernières années. Donc, les opérations d'entrepôt qui occupaient 78% des revenus occupent maintenant 91%. Et ce qui était third-party managed, donc des entrepôts que Americal ne possédait pas, que le client possédait, et Americal faisait seulement la gestion de l'entrepôt. Et ça, c'est un modèle d'affaires à plus faible marge. Donc, c'est une division qui semble s'éteindre. Aujourd'hui, c'est 1,5% des ventes, tandis que Americal, en ce moment, préfère détenir les entrepôts et non pas les clients, que les clients les détiennent. Et ce qui fait en sorte, et c'est et donc le 90% des entrepôts est assez différent de ce qu'on avait vu chez Linéage, qui a un bien meilleur mix entre ses solutions d'entreposage et ses autres solutions qu'elle offre à ses clients. On est plus dans les 70, 30, 75, 25. Et ce graphique-là est vraiment très important parce que lorsqu'on regarde juste les services d'entreposage, qui sont les principaux revenus de chacune de ces entreprises, on remarque que les marges brutes de Linéage sont structurellement plus élevées que celles d'Americold. Et je pense que ça s'explique par plusieurs facteurs, mais le facteur principal, si vous regardez à l'écran, les coûts de main-d'œuvre chez Americold occupent 34, 37, 38% des ventes. Et là, on peut se dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là? Il faut comparer avec Linéage qui a une bien meilleure gestion structurelle de sa main-d'œuvre. Ici, on parle de 25 à 27% des revenus qu'elle génère qui sont consacrés à la main-d'œuvre, tandis que chez Americal, on est plus dans les 34 à 38%. Pour les autres coûts, ça semble, au niveau de l'énergie, les deux semblent être au même endroit, donc la grande différence semble être vraiment au niveau de la main-d'œuvre. Ce qui fait en sorte qu'avec la diapo qu'on vient de voir, on remarque que les opérations d'entreposage de Miracle sont structurellement moins efficaces que celles de Linéage. Ce manque d'efficacité va venir affecter nos hypothèses de marge brute dans l'évaluation. Et donc, je suis arrivé avec 3 scénarios. Un scénario normal, un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Et dans le scénario optimiste, c'est l'espoir que Americal pourrait potentiellement rattraper les marges de Linéage dans le temps. Par contre, je pense pas que c'est une probabilité élevée à court terme. Donc, si on prend les ventes qu'on a fait, nos ventes qu'on a, notre point de départ, et qu'on multiplie par les marges qu'on vient de voir à l'écran, on arrive avec le bénéfice brut selon nos différents scénarios. Ensuite, on va soustraire les autres dépenses d'exploitation. Ici, j'ai seulement mis les chiffres parce qu'il n'y avait rien de surprenant, il n'y avait rien à vraiment discuter dans ces autres dépenses d'exploitation, rien qui sortait de l'ordinaire. Et c'était assez en lien aussi avec ce que Linéage voit dans ses propres activités. Ce qui fait en sorte qu'on arrive à notre BAIA ou notre EBIT ou notre EBITDA, qui va être également notre EBIT 1-T. On va voir pourquoi on n'inclut pas la dépréciation et l'amortissement un petit peu plus loin. Donc, ça va être, pour un scénario normal, on va être autour de 551 millions de bénéfices opérationnels après impôt. Notre scénario pessimiste, on va être à 461 millions et notre scénario optimiste à 737 millions.
Et donc, pourquoi ne pas soustraire la dépréciation et l'amortissement pour les fiducies de placement immobilière? Et donc, il y a plusieurs raisons à ça. La première étant que la dépréciation comptable ne reflète pas la réalité économique. Donc, la dépréciation et l'amortissement, c'est des normes comptables qui imposent une dépréciation linéaire, très souvent, des immeubles, comme si leur valeur diminuait mécaniquement avec le temps. Et c'est possible dans certaines circonstances. Dans la réalité, pour les actifs immobiliers, ils ont souvent une durée de vie qui est très longue et ça peut prendre la valeur et non en perdre, donc avec l'inflation et l'appréciation foncière. Ce qui fait en sorte que la charge de dépréciation et d'amortissement va sous-estimer souvent la valeur économique réelle des actifs. Ensuite, les REITs ou fiducies de placement immobilière réinvestissent continuellement dans leurs actifs, ce qui fait en sorte que les propriétaires d'immeubles réparent, rénovent et entretiennent leurs actifs. Ça allonge la durée de vie utile, ce que la dépréciation comptable ne capture pas. Conséquence, les flux de trésorerie sont plus représentatifs que le résultat net pour juger de la performance. Également, un autre facteur est que le marché immobilier se valorise différemment de d'autres types d'actifs. La valeur des propriétés détenues dans une fiducie de placement immobilière va se mesurer en fonction des bénéfices opérationnels de l'actif. Et si les bénéfices opérationnels de l'actif augmentent, c'est possible que la valeur de l'immeuble augmente et non pas l'inverse en incluant la dépréciation et l'amortissement. Donc, la dépréciation crée donc un décalage artificiel entre les états financiers et la réalité du marché. Par contre, si on veut être logique dans notre mécanique, si on ne tient pas compte de la dépréciation et de l'amortissement dans nos charges, on ne pourra pas utiliser la dépréciation et l'amortissement dans nos dépenses en capital pour comprendre le réinvestissement net. Donc, juste pour être intellectuellement honnête, on ne pourra pas se servir de la dépréciation et de l'amortissement sur les nouveaux investissements qui sont faits par l'entreprise. Finalement, le traitement fiscal des REITs, donc les fiducies de placement immobilière bénéficient d'un régime fiscal spécial tant qu'ils distribuent au moins 90% de leurs résultats imposables sous forme de dividendes. Ils ne paient pas d'impôt sur les bénéfices au niveau de l'entité. La charge fiscale est donc transférée aux investisseurs qui sont imposés directement sur les dividendes reçus. Ce qui va faire en sorte que dans notre évaluation, notre EBITDA, notre bénéfice opérationnel, va être, donc, EBITDA pour ceux qui connaissent peut-être pas le jargon, c'est les bénéfices avant intérêts, impôts et dépréciation et amortissement. Donc, si on ne calcule pas la dépréciation et l'amortissement comme qu'on vient de voir pourquoi, on enlève le DA, il nous reste notre bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts. Mais là, puisque on essaie d'évaluer un REIT qui a un régime fiscal spécial, le T va être 0 et donc notre EBIT va être égal à notre EBIT 1 moins T si on néglige les amortissements qu'on a déjà exclus. Sur ce, merci d'avoir été là. Ça conclut. Je sais que ça a été beaucoup de volume dans cette vidéo. Prenez le temps, réécoutez-la si nécessaire. Et dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer aux dépenses en capital et aux risques des flux de trésorerie pour Americo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.